« 90 kilos pour 1m83, une carrure de catcheur, une gouaille de tribun et une très grosse envie, une fois de plus, de faire trembler l'establishment, comme on dit au FN. Voilà pour le personnage type de Jean-Marie Le Pen. Ni vieilli ni fatigué, assure-t-il, malgré quelques alertes tout de même. Pas usé non plus, ajoute le président du Front National, puisqu'il n'a jamais servi. Pour le reste, il y a bien un Le Pen version 2007, car à 78 ans, colosse ou pas, il faut savoir se ménager. Pour l'intendance, il faudra donc voir Jeannie, sa femme, c'est elle qui choisit les vestes, impose les essayages, surveille son régime et le regarde chaque matin aligner les pompes. Car Le Pen en campagne, c'est comme Johnny avant le Stade de France. Une centaine d'abdos par jour, pas d'alcool, des desserts hypocaloriques et un coiffeur particulier. Tout compte. Il faut être à la hauteur de la marque Le Pen et de l'enjeu. Car le président, comme on dit au front, compte bien une fois de plus être au second tour. Voilà pourquoi l'homme du détail, des jeux de mots douteux, le provocateur, les durs à four crématoires et autres, qui avait fait du dérapage une marque de fabrique, a mis de l'eau dans son vin. Sur les conseils de sa fille, Marine, bombardée directrice de campagne, le menhir se fait poli, il assure que le centre droit ne lui est pas vraiment étranger et veut faire cette semaine, par exemple, le pèlerinage de la bataille de Valmy pour rendre hommage au tout premier républicain. Les sondages le suivent, les concurrents ne décollent pas, jamais son score n'a été aussi haut à 8 mois d'une élection. Et il confie donc, à qui veut l'entendre, que s'il a été le plus jeune député de France à 28 ans, il ne lui déplairait pas désormais d'en devenir à 78 le plus vieux président. Bonsoir et bienvenue à vous au Franc-Parler sur France Inter, sur iTélé et avec le concours du quotidien Le Monde. Jean-Marie Le Pen, vous en êtes l'invité. Bonsoir Monsieur Le Pen. Bonsoir. Président du Front National. Le petit portrait de Laurent Bazin d'iTélé vous convient? Oh oui, il y a toujours le rappel des choses qui ont 20 ans déjà, mais enfin, ça me rajeunit. Non, mais j'ai vu que tout ce qui était relatif à la coquetterie vous faisait un peu sourire. Vous êtes coquet ou pas? Oui, non, mais je suis correct. J'essaye, que je me dois un petit peu aux gens qui me regardent. C'est une question de politesse à leur égard. On va encore dire que la politique, décidément, n'est qu'une affaire d'image? Non, un peu, tout de même, oui. Je crois qu'on a le devoir de se montrer le plus beau possible, si j'ose dire. C'est un devoir qu'on a non seulement à son propre égard, mais à l'égard aussi du public qui vous regarde. C'est un problème de dignité et de courtoisie. Alors, les dossiers compliqués, pas simples. Raphaël Baquet du Monde va vous poser la première question. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la question de l'immigration, bien entendu. Hein. Oui, bien sûr, puisque Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer ce soir la régularisation de 6 924 parents sans papier d'enfants scolarisés. Tous les gouvernements successifs, à vrai dire, se sont heurtés à ce problème de façon tout à fait régulière. On connaît vos positions très radicales sur l'immigration, mais franchement, est-ce que vous feriez très différemment si vous étiez au pouvoir concernant là ce cas très particulier d'enfants qui sont scolarisés en France, dont les parents sont sans papier et qui mobilisent et émeuvent beaucoup leur voisinage, d'autres parents français, tout à fait cela? Bien sûr, je ferai tout à fait différemment, évidemment. Là, le recours en permanence à des références sentimentales ou sensibles est probablement une manière de fausser le débat. Je rappelle que les hommes publics ne sont pas des artistes de cinéma, ne sont pas des comédiens, que leur but dans la vie n'est pas d'être aimés du public. Tout au plus peuvent-ils espérer en être estimés et respectés, ce qui n'est pas toujours le cas. Et parce qu'ils ont en charge la défense de l'intérêt général et le maintien du cadre, comment dirais-je, légal et politique qui permet à la communauté nationale d'assurer la défense de ses intérêts. Or, ceci exige bien évidemment un certain caractère, une certaine rigueur et une certaine application de la ligne choisie. Et cela n'est pas très compatible avec la séduction que désormais, semble-t-il, nos hommes politiques, et surtout quand ils sont candidats, se proposent d'adopter comme attitude. Sarkozy est un comédien?
dans cette affaire? Oui, je crois un peu, oui, sûrement. Ce sont des hommes très préoccupés de leur résultat électoral et ils espèrent l'avoir en d'abord ne froissant pas les intérêts privés des uns ou des autres, au détriment de l'intérêt général d'ailleurs, et surtout en ayant l'air d'être des gens de cœur. C'est ce qu'on a appelé d'ailleurs dans un livre récent la dérive compassionnelle. Ça veut dire pas d'état d'âme, monsieur? Comment? Ça veut dire pas d'état d'âme? C'est pas une question d'état d'âme, c'est une question. Il y a un moment donné où, dans sa propre détermination, on fait un arbitrage. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce difficile métier qui est celui d'homme politique, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas parce que ils ont une sensibilité excessive. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas le courage d'appliquer les nécessaires rigueurs. Mais monsieur Le Pen, où serait le courage? Personne, jusqu'ici, ni à droite, ni à gauche, n'a réussi à empêcher l'immigration. Personne. Ah non, c'est un autre problème. Non, mais attendez, c'est quand même la question centrale. Oui. Comment faire? Parce qu'on n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. Parce que la droite et la gauche, ont fait la même politique, qui est une politique de laxisme, qui consistait à laisser entrer chez nous un pays désormais, à cause de l'Europe, dépourvu de frontières intérieures et donc de surveillance intérieure, laisser entrer chez nous les flux, comment dirais-je, migratoires, qui était en train de se déclencher dans l'ensemble du monde. C'est une absence totale de prévision et donc une incapacité de gouverner, puisqu'aussi bien ils n'ont pas vu venir cela. Il y a 30 ans que moi j'ai vu que le phénomène démographique mondial allait avoir des conséquences révolutionnaires sur notre propre pays et sur notre propre intérêt. Personne ne peut fermer la porte, monsieur Le Pen. Si à 30 ans on avait tout fermé, on serait comme l'Albanie aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que personne n'empêchera au monde les flux migratoires. Ah ben alors je vais vous dire ce qui va se passer. Si vous croyez vraiment cela, ça veut dire que nous serons submergés et que dans quelques années, les Français seront dans leur propre pays minoritaires et que les majorités d'immigrés qui se trouveront chez elles, leur feront la loi. Quelquefois, probablement même avec violence. Eh bien, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que la France devienne le Kosovo, je ne veux pas que la France devienne le Sri Lanka. Voilà des exemples qui nous sont donnés d'immigration qui, une fois installés dans le pays, ont prétendu en assurer la partition, voire même le gouvernement par la. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On régularise des enfants qui, justement, montrent leur faculté d'intégration puisqu'ils sont scolarisés. Il y avait 30 000 dossiers en souffrance. Il y en a 6 900 qui sont régularisés. C'est un autre problème. Et le critère, c'est l'intégration. Vous prenez l'affaire par le gros bout de la lorgnette, si j'ose dire, alors qu'on dit souvent le petit bout, c'est le gros bout. Vous prenez un cas très particulier et vous lui donnez une dimension sentimentale, une dimension sensible qui n'est pas une dimension objective. L'homme d'État, l'homme de gouvernement a le devoir de regarder ces problèmes dans le cadre objectif de l'intérêt national de la France et des Français. Or, la politique qui a été menée depuis disons 30 ans, est une politique folle et criminelle qui a consisté à laisser entrer chez nous plus de 10 millions d'étrangers à qui il a fallu fournir le logement, on peut pas dire le travail, nous avons 5 millions de chômeurs, mais la santé, l'assistance, l'école, avec toutes les dépenses colossales que cela représente, et cette politique... Vous passez vite sur les questions qui sont relatives à l'emploi, au travail. S'il n'avait pas été là, beaucoup d'entre eux, comment la machine économique française aurait-elle tourné? Mais pourquoi? Vous plaisantez? Mais vous le savez très bien. Mais vous plaisantez. Mais non. Voyons. La politique est une chose sérieuse. C'est une chose très sérieuse, mais quand les immigrés qui rentrent en France, il y en a 95% qui n'entrent pas comme travailleurs. Il y en a 5% qui entrent comme travailleurs. La plupart d'entre eux entrent comme assistés et sont à la charge d'une communauté dont une grande partie est pauvre et ne peut pas sortir de la pauvreté parce que les bénéfices qui ont été faits par notre économie depuis 30 ans le sont au service d'une immigration que nous n'avons pas souhaitée, que nous n'avons pas voulu, qui n'a pas été demandée par les Français, mais qui a été laissée de façon particulièrement laxiste s'installer dans notre pays par les gouvernements de droite et de gauche qui ont succédé. C'est le cadre général. Je vais revenir une seconde, si vous le permettez, Monsieur Le Pen, au cas particulier de ces enfants sans papier scolarisés en France, encore une fois, et de leurs parents. Jean-Marie Le Pen, président de la République, donnerait quel ordre ou quelle mission à son ministre de l'Intérieur? Ramener tout le monde au pays? Mais oui, c'est cela. Exactement. Il s'agit là de délinquants
qui sont dans notre pays au mépris. Les parents sont délinquants, mais bien sûr, ce sont des clandestins pour la plupart, ce sont des immigrés qui ne sont pas en situation régulière, qui sont des sans-papiers et qui à ce titre n'ont pas le droit d'être chez nous, n'ont pas le droit d'être dans un pays qui croule déjà sous la misère du monde. Et par conséquent, ces gens qui ont la responsabilité de leurs propres enfants, se sont souvent dépêchés d'ailleurs de les faire en France pour les avantages que ça pouvait leur donner, eh bien ces gens-là prétendent, parce qu'ils sont illégaux, que le fait d'avoir des enfants et de les placer à l'école gratuite, laïque et obligatoire de la République, eh bien leur donne des droits qui passent par-dessus les droits légaux. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et en prenant le problème par ce biais-là, eh bien vous allez aboutir à ce que souhaite, ou en tous les cas à ce que prévoit M. Paoli, c'est que les milliards d'hommes du tiers-monde, d'hommes et de femmes, vont venir chez nous. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut envoyer un message très fort, symbolique, sur le moindre des cas qui se présentent. C'est ça que le moindre des cas, parce que il y a une ligne générale, si vous voulez. Chaque fois que vous faites une exception, par exemple, M. Sarkozy disait, il y a quelques mois, il y aura quelques centaines de régularisations. Le directeur d'ailleurs de la police a dit il y aura plusieurs milliers. Et nous avons dit ça s'approchera sans doute, ça sera plus près de 10 000 que de 600. Eh bien, nous apercevons aujourd'hui que c'est 7 000, eh bien, ça sera peut-être demain 10 000. Et ainsi, par petits bouts, en quelque sorte, on aboutit à une régularisation qui est contraire aux intérêts de notre pays, contraire à la portion la plus pauvre de notre pays, qui, elle, ne trouve pas de logement, n'a pas de travail, n'accède pas aux moyens de se soigner, aux moyens élémentaires de se soigner et aux moyens de subsistance. Je trouve que c'est scandaleux, car la France n'est pas seulement une nation de citoyens, elle est aussi un héritage. La France, on l'a trouvée comme ça, mais elle a été faite par le travail et le sacrifice des gens qui nous ont précédés, et dont les Français, y compris le clochard de la rue, sont des héritiers. Ils ont des droits sur cet héritage. Et les gens qui arrivent ici, sans jamais avoir participé à la richesse de ce pays, eh bien, considèrent qu'ils ont le droit, et même quelquefois, on leur donne un droit prioritaire par-dessus les Français, de profiter de ce qui est le bien commun des Français. Le réalisme politique, M. Le Pen, vraiment pour essayer de comprendre. Tout le monde prend en compte maintenant une réalité qui est celle de la mondialisation de l'économie. C'est un fait, il faut faire avec. Mondialisation de l'économie. On n'est pas obligé d'en accepter toutes les conséquences. C'est autre chose, mais c'est une réalité. Mais cette réalité, elle en accompagne beaucoup d'autres. Ça veut dire mondialisation de la culture, mondialisation de la politique, et puis déplacement des hommes et des femmes. C'est un fait. Comment empêcherez-vous aujourd'hui? Personne ne peut le contrôler complètement. Ni vous ni personne. Ni vous ni personne. Donc, comment faire politiquement face à cette réalité politique, économique, sociologique, culturelle? L'immigration, désormais, c'est partout, tout le temps, et c'est incontrôlable. Non, comment ferez-vous? C'est inexact. Beaucoup de pays contrôlent leurs frontières, d'abord parce qu'ils ont eu la sagesse, eux, de les conserver, et qu'ils laissent filtrer. Ils se servent d'une frontière comme d'un filtre. C'est pas la ligne Maginot, une frontière. C'est un filtre qui laisse passer ce... Mais quel pays a une politique d'immigration qui vous a... Pardon, écoutez, les États-Unis, par exemple, me semble-t-il, ont une politique d'immigration assez sévère. Essayez d'y aller sans visa, et vous allez voir comment vous allez revenir par l'avion qui vous a amené. Vous ferez le tour dans un circuit qui est transparent comme cette table, et puis vous repartirez par l'avion par lequel vous êtes arrivé. Et vous ne vous installerez pas aux États-Unis si les États-Unis ne veulent pas que vous vous y installiez, ainsi que beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais ce qui fait l'attrait de la France, c'est la politique sociale, gratuite, de gratuité, qui est offerte à des gens sans titre, au détriment, encore une fois, des intérêts des Français. Ça attire évidemment tous les gens du monde. Tenez, j'entendais parler tout à l'heure de régularisation en Italie et en Espagne. C'est vrai que Berlusconi et Zapatero ont régularisé au mois de mai 1,5 million de clandestins. Eh bien, ils ne se sont pas gênés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien que ces clandestins n'allaient pas rester en Espagne et en Italie, que la plupart d'entre eux viendraient chez nous. Parce que chez nous, ils trouveront tout. Ils trouveront l'appartement que ne trouvent pas les travailleurs français. Que les travailleurs français attendent quelquefois 10 ans ou 15 ans. On le leur donnera. Et si on n'en trouve pas, eh bien, on leur offre
offrira l'hôtel comme on l'offre aux gens du squat. On ne donne pas de préférence des appartements aux étrangers et aux sans-papiers. Bien sûr que si, bien sûr que si, parce que ils se mettent dans des situations comme celle du squat de Cachan, et là, comme ils sont dans la rue, eh bien, ils ont par priorité sur tout le monde, ils ont des droits. Je dirais même en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je dirais même que les critères, nos Laurent Bazin et c'est Raphaël Baquet. Comment c'est pas ça? Ce n'est pas le cas à Cachan en ce moment. Ils n'ont pas priorité d'accès, puisqu'on prend des cas concrets. Écoutez, pour bien comprendre quelle politique vous appliquez. Est-ce qu'il n'y a pas une centaine de gens qui ont été de Cachan, qui ont été logés dans des hôtels aux frais de la communauté nationale? Ils sont dans un gymnase. Au jour d'aujourd'hui, dans un gymnase. Oui, non, pas dans un gymnase. Il y en a 100 qui ont été logés dans des hôtels. Il y a des milliers d'immigrés qui sont logés par la France dans des hôtels aux frais de la communauté nationale. Et encore une fois, au détriment, par préférence, à des Français. Prenez un cas, par exemple, de logement. Prenons le cas du logement. Bon. Vous avez vous avez déposé, un Français a déposé son dossier depuis déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Eh bien, il a une femme et 2 enfants et il demande un F3. Arrive une famille de Kurdes. Mais eux, ils ont 5 enfants. Ils sont dépourvus de tout. Par le seul jeu de l'attribution égalitaire des logements, ils ont priorité. C'est eux qui auront le logement avant celui qui attend depuis déjà des années et des années. Et forcément, eh bien, ceci constituera un appel pour les gens, leurs amis, leurs frères, leurs cousins, leur dire, ben, écoutez, venez en France, c'est formidable, c'est sans comparaison avec ce qui était dans notre pays. Nous gagnons en France, sans travailler, 100 fois ce que nous gagnons dans le pays d'où nous venons. Alors, il est évident que les gens sont attirés par ça. Et moi, je dis, il faut couper les pompes aspirantes. Ce sera votre thème de campagne, Jean-Marie Le Pen ? Un des thèmes de campagne, oui, bien sûr. Oui. Le thème central, ce sera le thème central. Écoutez, je considère que l'immigration est un problème central. Qu'il tient... Vous avez en face de vous Nicolas Sarkozy sur ce point. Non, mais si, mais vous savez bien que oui. Je n'ai pas peur de la comparaison de Sarkozy, même quand il feint d'imiter le programme que je défends. Mais je dis... Vous considérez qu'il est venu sur vous considérez que Nicolas Sarkozy empiète sur j'allais dire presque un territoire que vous aviez annexé? Il s'efforce de faire croire qu'il est en mesure d'assurer la solution de ces problèmes. Or, je signale que ce candidat, ce ministre candidat, nous dit ce qu'il va faire quand il sera président de la République. Mais il est déjà un homme du pouvoir. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il a attendu depuis des années pour faire la politique salvatrice dont, paraît-il, il s'est rendu compte qu'elle était nécessaire? Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, voyons, il est direct, c'est comme Jacques Chirac. Jacques Chirac parle de la France comme s'il était de Sirius, n'est-ce pas? Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Mais que ne l'avez-vous fait, Monsieur le Président, avec vos 82% des voix, avec votre Assemblée nationale de 365 députés de majorité? Qu'est-ce que vous attendez pour faire tout cela? Non, vous vous êtes donné comme programme la lutte contre le cancer, la lutte contre le handicap et la lutte contre les accidents de la route. Il vous manquait de l'acné juvénile et un certain nombre... C'est plus facile pour vous, parce que vous, ça fait quand même 5e candidature à la présidentielle, mais vous n'avez jamais exercé le pouvoir. Non, c'est exact, mais je cherche à l'exercer. Je demande à l'exercer. Vous en avez vraiment envie? Mais bien sûr, croyez-vous que je me donnerais tout ce mal? On peut se poser la question. Non, mais et pourquoi? Et pourquoi le ferais-je? Cette posture politique qui est la vôtre est assez confortable. Quel confort en tirerais-je? Moi, je ne suis pas de ceux qui tapent dans la caisse de l'État, comme la gauche et la droite en ont donné la démonstration depuis des années et des années, s'amnistiant les uns les autres. D'ailleurs, je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. Moi, je suis un paria de la politique française, je suis un opposant, mais avec des millions de voix, Monsieur Bazin, je n'ai pas un seul député depuis 20 ans. Est-ce que c'est acceptable dans une démocratie? Est-ce qu'il est acceptable dans un régime qui se prétend représentatif que l'un des plus importants partis français ne soit pas représenté? Par exemple, si on prend une proposition qui pourrait être l'une des vôtres, la proportionnelle intégrale immédiate? Par exemple, c'est en effet une des choses dont je demanderai l'application. C'est un des premiers points lors de mon arrivée au pouvoir, ainsi d'ailleurs que la mise en œuvre des référendums qui permettront de consulter le peuple, puisque dans ce pays, les assemblées n'ont plus la légitimité qui peut leur donner l'efficacité du pouvoir. On est aujourd'hui, juste un moment, je vais voler la parole à Raphaël. Aujourd'hui, c'est les 25 ans de l'abolition de la peine de mort. Oui. Par référendum, vous
soumettriez cette question? Pourquoi pas, oui, en effet. Parce que je ne suis pas sûr que les sondages d'aujourd'hui reflètent la réalité, et que si on interrogeait les Français sur le point de savoir ce qu'il faut faire, en particulier des criminels, des serial killers, des tueurs en série, qui ont déjà tué 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et dont on sait, parce que l'expérience a prouvé que sur 300 criminels de ce type qui ont été libérés dans le monde, tous, sans exception, ont récidivé, au moins une fois. L'expérience prouve aussi que la peine de mort ne change rien à la criminalité. Je conteste tout à fait ce raisonnement. Je le conteste tout à fait. Les États-Unis démontrent, par la reprise de la peine de mort, qu'ils ont diminué considérablement les menaces qui pesaient sur leur sécurité. Je ne crois pas du tout. Je crois en effet que la légitimité qu'a la société de se débarrasser de gens dont les victimes, parce que quelqu'un a écrit, je crois que c'est Maud Marin a écrit un livre, qui dit oui, non à la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. Alors quand la société sera en mesure d'empêcher les assassins de tuer des enfants après les avoir violés, de massacrer les vieilles dames et de terroriser certains quartiers, à ce moment-là, oui, peut-être pourra-t-on parler de supprimer la peine de mort, mais jusqu'alors, moi je suis pour les victimes, contre les assassins. Alors, vous devez, si vous êtes candidat, réunir 500 signatures. Est-ce que vous les avez? Où en êtes-vous? Et si vous ne les avez pas, que faites-vous? Est-ce que c'est bien démocratique d'ailleurs ce système qui permet aux grands partis, en appuyant sur un bouton, d'avoir leurs 500 signatures et qui oblige les candidats indépendants et libres à aller à la pêche aux signatures? Est-ce qu'il est possible aussi qu'il y ait 25 candidats qui vont parfois pour des raisons financières? De maires dont on a organisé la publicité de leur choix, à l'inverse de la doctrine de notre pays en matière constitutionnelle. Je vous rappelle que le suffrage dans notre pays, pour être démocratique, doit être secret. Or, une partie du suffrage qui consiste à désigner le président de la République, cette partie est publique et elle est rendue... à permettre l'accès à la parrainer, ce qui revient au même, puisque sans ces parrainages, vous ne pouvez pas vous présenter. Est-ce qu'il n'y a pas une théâtralisation des signatures, Jean-Marie Le Pen? À chacune de vos candidatures, on a l'impression de répéter ce qu'on disait en 2002, là. Oui, et alors, mais c'est vrai que j'en ai manqué, et c'est vrai que M. Pasqua n'a pas réussi à se présenter parce qu'il n'a pas eu le nombre de signatures nécessaires, et c'est vrai que M. Chirac, qui n'avait qu'à appuyer sur un bouton pour avoir ses 500 signatures, a commis la vilenie qui consistait à s'adresser à l'ensemble des maires pour essayer, comme on dit, d'assécher le marigot, d'obtenir des milliers de signatures que ne pourraient pas avoir ses concurrents. C'est scandaleux. Moi, j'ai proposé qu'il y ait une méthode simple. 9 hauts magistrats, 3 de la Cour de cassation, 3 du Conseil d'État, 3 de la Cour des comptes, qui vérifient la régularité des parrainages, mais sans que soient connus les noms des maires. Eh bien, très curieusement, c'est M. Mazot, président du Conseil constitutionnel, a non seulement renchéri sur le nombre des signatures nécessaires, mais encore il a maintenu cette publicité qui est un chantage fait sur les maires. En effet, leur nom étant connu, il suffit aux adversaires politiques de l'un ou de l'autre de téléphoner des menaces sur la famille, sur les enfants, etc., de taguer les murs. Est-ce que vous pensez les avoir, ces signatures? Voilà, c'est une autre question. Mais je vais vous y répondre. Vous voyez la théâtralisation, regardez comme vous êtes là. Il y a un grand sourire de Jean-Marie Le Pen. C'est autre chose. Ah mais non, mais pourquoi vous dites ça? On me pose une question de savoir. Je suis relativement optimiste sur la possibilité, malgré les difficultés, malgré le prix que ça va me coûter. Car la recherche des signatures, ça va me coûter plusieurs millions. Vous avez mis sur pied une cellule formidable qui téléphone aux 36 000 élus. Vous avez raison, on téléphone, et puis on va voir les gens. Et quand vous avez fait 350 km ou aller et retour pour aller voir un maire que malheureusement il n'est pas là, ou il n'est pas venu à votre rendez-vous, et que vous allez y retourner 3 fois, 4 fois peut-être avant de le trouver, ça coûte beaucoup d'argent. Et moi je m'astreins à faire ça. Et d'ailleurs tous les candidats indépendants protestent contre ce scandale, mais ils ne sont pas entendus parce que cela fait l'affaire des grands partis qui eux ont intérêt à user l'énergie de leurs concurrents
et pour essayer de se maintenir en place. Aussi, Jean-Marie, l'Express, écoutez, l'Express qui titre La bombe Le Pen, et tout le monde va se demander, mon Dieu, s'il n'a pas les signatures, qu'est-ce qu'il va faire aux législatives? Écoutez, au fond, une fois de plus, ça vous pose... Je ne suis pas propriétaire de l'Express, je ne suis pas directeur de l'Express, ni rédacteur de l'Express. Vous savez bien comment ça fonctionne. Non, et je vais vous dire, monsieur Paoli, avant de voir cette couverture, je ne savais pas qu'elle allait être publiée. Je ne le savais pas. Et si vous en doutez, vous pouvez le demander aux collaborateurs, aux journalistes qui m'ont interrogé, et ils vous confirmeront que je ne savais pas. Mais que ferez-vous sur la législative? C'est la première fois qu'on voit sur une couverture une photo de Le Pen souriant. Car d'habitude, c'est la gueule bloquée. N'est-ce pas? On choisit la photo comme celle qu'avait choisi l'AFP, par exemple, pour mon meeting de Marseille. Mais que ferez-vous si vous n'avez pas vos signatures? Oui, quid des législatives derrière? Est-ce que vous faites des manifestations dans toute la France? Si je n'ai pas les signatures, ce sera dramatique pour moi. Parce que, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres gens, qui moi je n'attends pas la valise de billets qu'on remet aux candidats de complaisance, ceux qui se présentent pour enlever des voix. Comme je ne sais pas comment a fait M. de Villiers en 1995, qui n'avait pas fait 5%, une campagne électorale, ça coûte au minimum 50 millions de francs. Comme il n'a pas été remboursé, comment a-t-il trouvé ces 50 millions? Il a mis 10 ans. Je ne sais pas, et comment espère-t-il les trouver cette fois-ci avec 2% d'intention de vote? Je ne sais pas, et moi ce que je sais, c'est que si je n'avais pas ces signatures, eh bien je devrais rembourser, parce que moi j'ai emprunté cet argent pour pouvoir faire cette campagne. Vous êtes riche. Comment? Vous êtes riche. Non, je ne suis pas riche, non. Non, je ne suis pas riche. Non, je ne suis pas riche. Je suis pas riche. C'est vrai que j'ai eu un héritage, j'ai eu des avantages et des avatars dans ma vie. Et j'ai eu un héritage dont je vous dis d'ailleurs que c'est l'État qui a été le premier héritier avec 70% de mon héritage. Par conséquent, je ne suis pas du tout complexé en regard de la dépense. Vous n'avez qu'à regarder, c'est très facile, vous n'avez qu'à regarder mon dossier d'ISF, pardon, ou interroger les gens du fisc, ils vous diront ce qu'est la fortune de Jean-Marie Le Pen. Croyez-le, elle est très modeste. Non mais alors la législative, oui, monsieur Le Pen derrière, que se passerait-il? Que feriez-vous? Que se passerait-il encore? Attendez, alors là, si je ne pouvais pas me présenter, attendez, je vais vous dire ce qui arriverait si je ne pouvais pas me présenter. Eh bien, le Front National serait sans doute obligé de vendre son local, qui est sa garantie, n'est-ce pas? De vendre son siège de Saint-Cloud, qui est sa garantie d'emprunt. Ça représente 50 millions de francs, eh bien nous serions locataires d'un petit bureau peut-être, mais nous serions candidats aux élections législatives. Et là je peux vous dire que ceux qui auraient organisé le complot à partir duquel un candidat qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle précédente ne peut pas se présenter, alors croyez-moi, les électeurs et les électrices français se vengeraient de cette vilenie, ils s'en vengeraient aux élections législatives. Il y a bien Jean-Marie Le Pen, une bombe Le Pen que vous venez d'amorcer. Non, c'est pas une bombe Le Pen, mais c'est tellement facile. Moi, je fais confiance au courage, à la loyauté, au sens civique des maires. Et je leur dis, il faut que vous soyez courageux, il faut que vous acceptiez de donner la signature aux candidats qui méritent d'être candidats parce que vous savez à l'avance qu'ils représentent une part importante de l'opinion, même si vous n'avez pas leur opinion. Voyez-vous, au dernier moment de Corse, monsieur Paoli, au moment où nous tremblions de ne pas avoir nos signatures, il est arrivé plusieurs signatures de Corse, de gens qui disaient, monsieur, je ne partage pas vos convictions politiques, mais je vais vous donner ma signature de maire, parce que je trouverais inadmissible que vous ne puissiez pas vous présenter. On dit que 2 jours avant le dépôt limite, la date limite de dépôt de ces parrainages, vous n'aviez que 420. Ça, non, pas 2 jours avant, non plus que non. Et que ces 80 ou 100 signatures sont tombées pratiquement par miracle en 2 jours. C'est vrai? Non. C'est arrivé progressivement, mais c'est vrai qu'on a franchi la barre des 500 avec toujours la possibilité, on ne savait, n'est-ce pas, il fallait être sûr que nous allions pouvoir les déposer dans les formes qui étaient exigées par le Conseil constitutionnel. Et M. Pasqua, qui avait cru naïvement qu'en les laissant aller directement au Conseil, il n'y avait pas de problème pour un ancien ministre de l'Intérieur, très connu, et il aurait sûrement ses signatures, ben il s'est aperçu qu'il n'en avait que 420 ou quelque chose comme ça. Pardon, Raphaël Baquet, je vous en prie. Raphaël Baquet. Si vous êtes candidat, justement, quelle marge de progression avez-vous, à vos yeux, sur la droite, sur la gauche, étant entendu que
plusieurs des candidats, pour l'instant déclarés, surfent sur des thèmes qui étaient les vôtres. L'autorité, l'immigration, la sécurité. Oui, ils surfent avec la langue, mais personne ne les croira. Personne ne croira que les deux vedettes médiatiques de la première partie de la campagne électorale, je crois qu'elles ne seront pas, moi, dans la deuxième partie. Mais enfin, c'est ma conviction. C'est ma vista personnelle. Mais qui y serait alors? Qui y serait? Face à vous, parce qu'on a compris que vous y seriez forcément. Oui, je pense que j'y serais, moi, je pense. Mais face à vous qui alors? Je pense que peut-être M. Jospin, je pense. Et d'ailleurs, ceci aurait l'avantage de revenir, si j'ose dire, au coup manqué de 2002, qui a été truqué par le président Chirac. Eh bien, c'était le combat entre la gauche marxiste et la droite nationale, populaire et sociale. Et je crois que là, il y avait un vrai débat, deux options différentes, deux options même contradictoires, qui pouvaient permettre aux Français de faire un choix. Eh bien, je crois qu'on va retomber dans ce choix, parce que c'est cela qui serait conforme à la démocratie et à la fois à l'intérêt général des Français. Et Jacques Chirac, qui s'exprimait ce matin, qui a expliqué que tout était possible. Il a dit texto, en démocratie, je souhaite que tout reste possible. Mais tout à fait. Je suis le seul. Je me permets de vous rappeler que c'est moi qui avais un peu découvert Ségolène Royal il y a quelques années. Bon, ensuite que j'ai prévu le retour en force de Jospin. Et il va faire mieux que ce qu'il fait maintenant, mais il est déjà en posture de retour. Et je n'ai pas écarté la candidature de Jacques Chirac, car Jacques Chirac est un opportuniste. Il sait que son terrain, le meilleur, le seul où il ne soit pas critiquable directement par les citoyens, c'est le terrain international qui lui permet toute une série de postures avantageuses qui vont d'ailleurs le conduire à nous engager au Liban beaucoup plus que nous ne devrions le faire. Et là, ce matin, il lance un appel au Darfour, il va plaider la cause de Tsitsi et puis celle de Cela. Le dialogue avec les Iraniens. Oui, le dialogue avec les Iraniens. Qu'en dites-vous vous-même? Parmi ces propositions, moi, je crois qu'on devrait faire plus. Je crois que dans la situation actuelle, et compte tenu du danger très grave que représenterait un conflit qui impliquerait l'Iran et les puissances occidentales, eh bien je crois qu'un homme comme le président Chirac aurait pu et dû aller en Syrie et en Iran pour essayer de renouer une négociation hors de laquelle il n'y a qu'aventure à la fois militaire, dramatique et économique, car on sait que l'Iran a des moyens de rétorsion économique, en particulier le blocage du détroit d'Ormuz, qui ferait sans doute monter le baril de pétrole à 250 ou 300 $, ce qui provoquerait la ruine des économies occidentales. Alors je crois que tout doit être fait pour éviter cela, mais je crains que dans la situation actuelle, on ait laissé l'Iran s'installer dans une position de force et que les sollicitations ou les demandes ou les appels de M. Chirac ne soient pas entendus et que, conformément au droit international, il faut bien le reconnaître, l'Iran réclame son droit à se doter d'une industrie nucléaire et d'une recherche d'enrichissement nucléaire. Vous positionnerez comment par rapport aux choix qui ont été faits et exprimés par le président de la République s'agissant justement du conflit en Irak, et vous avez entendu ce matin la façon qu'il a eu implicitement de dénoncer la posture très atlantiste de Nicolas Sarkozy. Oui. Vous-même, la France, oui. vous la mettriez dans quelle position par rapport à ces grands enjeux? C'est un des rares sujets sur lesquels j'ai été relativement, il faut bien le temps, on ne peut pas être en désaccord surtout, en accord avec Jacques Chirac. À ceci près que moi j'étais contre la première guerre qui a été faite à l'Irak. Et j'ai dit l'autre jour, ce qui est le fond de ma pensée, que je croyais que M. Bush était un criminel de guerre, ce qui est avéré en quelque sorte par la révélation faite au Sénat américain, le rapport du Sénat américain qui dit les preuves sont faites maintenant qu'il n'y a jamais eu d'accointance entre Saddam Hussein et Al-Qaïda, d'une part, et d'autre part que l'Irak ne s'est jamais doté d'armes de destruction massive, ni n'a même tenté de le faire. Alors attaquer un pays pacifique comme celui-là, avec la puissance militaire et les dégradations considérables, les morts considérables qui ont été causées, c'est un crime. Et c'est un crime de guerre. Ça me paraît évident. Pour reprendre la question de Stéphane, vous êtes d'accord avec le Chirac des Nations Unies, finalement?
Non, ça dépend. Je ne sais pas ce que va dire M. Jacques Chirac aux Nations Unies. Ce que je sais, c'est que, à l'égard on me pose une question précise sur l'Irak. Sur l'Irak, je dois dire que je regrette infiniment le drame dans lequel on a plongé ce pays, qui était un des éléments d'équilibre de cette région, et que sans doute nous n'avons pas fini d'en payer le prix. Raphaël Baquet, Le Monde. Je voudrais revenir tout de même à la politique française. Vous parlez d'un éventuel retour de Lionel Jospin et d'une éventuelle candidature de Jacques Chirac. Est-ce que ce n'est pas finalement parce que vous ne pouvez pas envisager le changement de génération aux prochaines élections présidentielles? Tout à fait, vous savez. Je n'ai dans ce domaine-là aucun complexe. Voilà. J'avais dit un jour à monsieur Léotard, on a que l'âge de ses artères, je crois savoir que les vôtres ne se portent pas très bien. Il avait un quadruple pontage quelques semaines après. Par conséquent, moi, je suis ce que je suis, tant que j'ai la force intellectuelle, mentale, morale, physique, de faire ce que je crois être mon devoir, ma mission. Moi, je ne fais pas carrière dans la politique. Je n'ai pas été, comme vous l'avez dit, au pouvoir, je n'ai pas profité des prébendes, de fait, vous êtes dans la politique depuis 1957. Comment ? Et pourtant, vous êtes dans la politique depuis 1957. Depuis 1956. Le 2 janvier 56, absolument, j'ai fêté mon jubilé, en effet. J'étais non seulement d'ailleurs député, mais j'étais chef de groupe, en fait, parlementaire à 27 ans. Mais depuis, j'ai continué à mener un combat, reconnaissez-le moi, dans l'adversité la plus totale, sans aucune aide, d'aucune part, sans radio, sans télévision, sans presse. C'est plus le cas aujourd'hui. On parlait de votre nouveau statut quand même, non? Non, on peut pas dire ça. Je n'ai aucun de ces moyens qui soient à ma disposition. À votre disposition, non, mais vous êtes invité. Quand l'Express parle de moi, je me félicite et qu'il n'en parle pas. Vous êtes d'une certaine manière devenu incontournable. Tant mieux. Vous êtes devenu incontournable. Je constate par exemple qu'un journal que ses lecteurs croient beaucoup plus proche de moi n'a jamais fait cet effort. C'est le Figaro Magazine, par exemple. Bon, eh bien, moi je prends mon miel où je le trouve. Dans le combat que je mène, je ne sais pas quelles sont les motivations qui poussent les gens à me donner à un moment donné ou l'autre la parole ou à faire sur moi des commentaires plus ou moins favorables, mais moi je suis content d'être dans la bataille. Je veux qu'on sache ce que je pense. Et alors je voulais dire là que je félicite ITV et je félicite LCI de l'initiative que ces deux stations ont prise de donner la parole notamment aux universités d'été pendant un discours entier, non censuré, non caviardé, mais j'ai trouvé ça, c'est nouveau, et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. C'est sur les contenus peut-être que les électeurs feront la différence, justement. Oui, bien sûr. Alors, tout à fait. Pour revenir sur cette expérience politique qui est la vôtre, Jean-Marie Le Pen, le regard que vous portez sur les déclarations du pape, on prête au pape une très grande intelligence, évidemment une immense connaissance des textes religieux. Et par conséquent, on peut légitimement se demander si cette déclaration du pape lui a échappé autant qu'il le dit. N'y a-t-il pas, au fond, de votre point de vue, bien entendu, n'y a-t-il pas, de la part du pape, peut-être une volonté, non pas de rentrer dans le débat sur le choc des civilisations, mais de bien distinguer ce qui relève des enjeux des chrétiens face au monde musulman. Quelle lecture faites-vous de ce qui vient de se passer? Je pense qu'il faut inscrire tout cela dans le cadre de la véritable révolution démographique qui s'est passée dans le monde. Il y avait un peu plus de 100 ans 1,5 milliard d'hommes dans le monde, il y en a 6 milliards maintenant. Et je suis de ceux qui pensent que l'extrémisme musulman, l'utilisation du canal religieux par un certain nombre de musulmans est liée à l'augmentation de puissance intrinsèque, de puissance démographique que représente le monde musulman. C'est pas le pape Benoît XVI qui a écrit Le choc des civilisations, c'est Huntington, n'est-ce pas, américain, qui dit nous allons vers une guerre des civilisations. Il est certain, et vous ne pouvez pas ne pas constater, que d'abord d'une part la religion musulmane est une religion conquérante et que à ses marges radicales. Toutes les religions ont été. Oui, non, mais je dis pas. Mais attendez, j'ai pas fini. J'ai dit, elle était conquérante et prosélyte en quelque sorte, n'est-ce pas? Nous avions nos propres missions, mais nous ne faisions pas les missions par la guerre. Or, il n'y a rien dans l'Évangile. En Amérique tout de même, il n'y a rien. En Amérique latine, que les choses se soient passées. Il n'y a rien, en tous les cas, dans l'Évangile qui autorise l'usage de la force pour, en quelque sorte, faire des chrétiens. Bon, je constate qu'aujourd'hui, les excès qui se développent dans le monde
sont aux frontières du monde musulman, animés par des minorités violentes et criminelles quelquefois. Et si on accepte ce point de vue sans résister à cela, sans dire ce qu'on doit en penser, eh bien il est évident que ce chantage aboutira à notre servitude. Donc d'une certaine manière, le pape, comme l'a dit très justement, le pape a entendu les voix qui s'élevaient du monde musulman, puisqu'il s'est dit attristé. Oui, non, mais je crois que le pape a dit un certain nombre de choses, ce qui est son droit comme chef de l'Église catholique. Et on dit quelquefois il est le chef des chrétiens. Il n'est pas directement le chef des chrétiens, il est le symbole des chrétiens, mais il est le chef de l'Église catholique. Il a fait connaître son point de vue, comme font connaître leur point de vue toute une série de penseurs musulmans, mais qui n'ont pas évidemment la force ni le poste hiérarchique du pape. Bon, or si on met en cause à chaque fois, par des violences, par des manifestations, par des assassinats, la parole du chef d'une des religions mondiales, eh bien c'est reconnaître à ceux qui descendent dans la rue avec violence, c'est leur reconnaître en quelque sorte un droit à la dictature de l'âme et à la dictature de l'esprit. Je ne l'accepte pas et je vous signale qu'il y a un homme en France qui est le recteur de la plus ancienne mosquée de Marseille, qui a eu sur ce sujet une attitude parfaitement remarquable. Il a dit, écoutez, que les musulmans feraient mieux, au lieu de s'adresser aux chefs des catholiques, de s'adresser à leurs propres leaders, c'est faire leurs propres lois à l'intérieur, de faire le ménage chez eux. Le pape a parlé, c'est son droit. Et par conséquent, nous n'avons pas à le contester. J'ai trouvé qu'il y avait là une sagesse qui devrait faire d'un homme comme de cette qualité, s'il y avait un pape musulman, eh bien en faire un pape musulman, parce qu'il le mérite. Il nous reste 5 minutes, Jean-Marie Le Pen. De quel poids pensez-vous que ces questions très complexes vont peser sur la présidentielle française? La question du terrorisme. Vous avez vu les menaces s'adresser à la France il y a quelques jours, il y a 48 heures par Al-Qaïda. Donc la menace terroriste. La complexité du débat entre les civilisations. Tout ça va occuper quelle place, vous pensez, dans le débat politique français? Oui, voyez-vous, le terrorisme a un avantage, si j'ose dire, c'est que sa violence se voit. Ses actions sont douloureuses, elles font mal. Alors que je crois que nous sommes menacés, nous, d'une invasion par capillarité qui est presque insensible, qu'on ne ressent pas, mais dont les conséquences seront les mêmes. Au lieu que la servitude nous soit imposée par la force des armes ou par la force des bombes, elle nous sera imposée par la force du nombre. J'entendais tout à l'heure M. Besancenot sur le plateau d'à côté qui disait mais il n'y a pas plus d'immigrés en France maintenant qu'il y a 10 ans. On voit bien que M. Besancenot ne prend jamais le métro, parce que s'il le prenait, ou s'il prenait le RER, il s'apercevrait que le paysage démographique français a bigrement changé, et tous les gens qui viennent de province ou de l'étranger dans notre pays s'en rendent compte en disant je ne reconnais pas la France. On le vérifiera la prochaine fois qu'il viendra nous voir, s'il prend ou pas le métro. Oui, est-ce que l'influence ne s'exerce pas à l'inverse? En quoi est-ce que cela a dénaturé la culture française? Est-ce que la culture française n'est pas suffisamment forte pour imprégner au contraire les immigrés? Je vais prendre un exemple concret. C'est cette espèce de volonté de la part d'une communauté musulmane qui est là pratiquement seulement, on peut dire en masse, depuis 10 ou 20 ans, d'imposer des monuments religieux, quelquefois extrêmement provoquants, comme le sont les mosquées cathédrales, qui sont à la religion musulmane ce que le Sacré-Cœur de Montmartre est aux basiliques ou aux cathédrales françaises. Alors, on sait très bien qui paye ces mosquées cathédrales. On sait très bien pourquoi un certain nombre de maires, d'édiles et de gouvernements capitulent devant la volonté de modifier notre paysage ancestral par des apports qui n'ont rien à voir avec la culture française. Je dirais au minimum que je reconnais le droit des musulmans, et d'ailleurs aussi bien aussi des témoins de Jéhovah ou des protestants ou des bouddhistes à honorer le Dieu selon leurs propres idées. Je reconnais ce droit et je suis pour le défendre. C'est pour ça que je suis pour la défense de la laïcité. L'État doit rester laïque, car c'est sa laïcité qui lui permettra d'arbitrer entre ces différentes religions. Une dernière chose. Oui, Monsieur Le Pen, vous avez dit tout à l'heure, je prends le miel où il se trouve. Il y a une expression qui vous est également chère, c'est « j'entends les voix tomber ».
Non, c'était pas de moi, ça c'était de Tixier. Alors, j'entends les voix qui visiblement reprise à votre compte, puisque vous étiez à votre compte, puisque vous étiez le président des comités Tixier-Vignancourt à une autre époque. Oui, c'est vrai. Vous entendez les voix tomber dans votre escarcelle quand vous voyez ce qui se passe? Je n'entends pas les voix tomber, mais je vois les visages changer. Je vois la manière dont je suis reçu dans la rue, dans les cafés, dans les occasions que j'ai de rencontrer mes compatriotes. Le contact n'est plus du tout le même. Mais j'ai pensé qu'il était nécessaire de préciser cela, et c'est pour ça que j'ai voulu aller à Valmy, contre la volonté des maires UMP qui prétendent m'en empêcher, n'est-ce pas, pour parler de la nation et de la République. Parce que je crois que la République Valmy, quand même. Non, c'est pas la Révolution. C'était l'armée du peuple. C'était une révolution. Ce sont deux généraux de l'ancien régime qui commandent. C'est pas les généraux qui ont fait Valmy, c'était les braves gars qui montaient en ligne. C'était l'armée du peuple. Non, je crois que c'est Gribeauval qui a fait la victoire, car c'est les canons de Gribeauval. Il y a eu un échange d'artillerie, et nous parlons de ça après, peut-être après Valmy, n'est-ce pas, où je me rendrai donc mercredi prochain. Un chiffre combien vous voyez-vous au premier tour de la présidentielle dans l'état actuel des forces? D'un chiffre. Je ne peux pas dire ça. Je pense que si je juge d'après les sondages qui ne sont pas les miens, et que je les compare à ceux qui existaient en 2002, je considère que c'est à peu près le double de ce que j'avais à la même date. Par conséquent, j'en tire les conclusions. Tout le monde se trompe tout le temps. Merci Jean-Marie Le Pen, merci Raphaël Bacquet, merci Laurent Bazin, et merci surtout à vous de nous avoir accompagnés. À lundi prochain, bonsoir.